Bon, maintenant je vais vous raconter l'histoire de ces détections. Donc je reprends mon onde gravitationnelle, qui nous vient d'il y a un peu plus d'1 milliard d'années, et qui arrive sur Terre donc le 14 septembre dernier, à 9h50 précisément, méridienne Greenwich. 9h50, donc c'est la matinée en Europe, c'est la pleine nuit aux États-Unis. Je vous rappelle que LIGO vient juste de commencer son run O1. Ils sont stables, opérationnels. Virgo, malheureusement, il est éteint. On est en travaux, en quelque sorte. Donc voilà, donc le signal arrive sur les détecteurs américains. Il est détecté. Et donc il est enregistré à Hanford et Livingstone. Et donc là, la séquence d'événements est très rapide. En moins d'une seconde, il y a d'abord le transfert de toutes ces données. D'abord, intra-US, tout est centralisé en Californie à Caltech. Et ensuite, à partir de là, tout est redistribué sur différents centres de calcul. Nous en avons 2 en Europe, un à Hanovre, un à Virgo. Et sur ces centres de calcul, en fait, nous analysons les données en temps réel. Nous avons des algorithmes qui tournent en permanence pour rechercher justement des ondes gravitationnelles. Oui, juste une petite photo d'un centre de calcul. Hein, ce sont plein d'ordinateurs. Nous avons une puissance de frappe qui est quand même assez grande si on additionne toutes les fermes de calcul. Alors en fait, chaque centre de calcul, c'est un peu spécialisé dans un type de recherche. Bon, sans vous donner trop de détails, par exemple à Caltech et Virgo, on a des algorithmes qui tournent pour rechercher des ondes gravitationnelles qu'on dit modélisées, c'est-à-dire qu'on a un modèle pour rechercher ces ondes gravitationnelles. Et à Hanovre, ce sont des recherches non modélisées. Grosso modo, on peut détecter tout et n'importe quoi en termes de sources. Et bien justement, ça a payé, puisque c'est lui le gagnant. Et je vous ai montré ici une copie d'écran. En fait, c'est la database où on enregistre tous les événements intéressants, entre guillemets. Et donc, ce pipeline qui tournait en Allemagne a enregistré un événement, donc le 14 septembre, à 9h50. Et je voudrais attirer votre attention sur ce chiffre, ce qu'on appelle le false alarm rate, donc le taux de fausse alarme. Pour chaque événement, on attribue un taux de fausse alarme. Autrement dit, cet événement, il peut se produire dû au bruit une fois tous les 269 ans. Autrement dit, la probabilité que cet événement soit un bruit est extrêmement rare, extrêmement faible. Donc là, on commence à tiquer, on commence à se dire, tiens, celui-là, il est très intéressant. Donc là, il y a quelques paramètres liés à cet événement. Donc tout ça, ah oui, si je voulais vous montrer, il y a aussi le temps. Donc ça, c'est le temps de l'événement, 9h50 et 45, et le temps où il a été soumis à cette database 3 minutes plus tard. Donc en 3 minutes, nous sommes capables, par le transfert des données, la calibration et l'analyse de ces données, en 3 minutes, nous sommes capables de dire que nous avons un événement intéressant. C'est important, vous souvenez-vous, par exemple, si on veut suivre cet événement en optique avec un télescope, il faut être très réactif. Alors, là, j'ai voulu vous donner un peu une idée de ce que c'est une analyse de données. Là, ce que je vous ai mis, sont les vraies données. C'est vraiment ce qui sort du détecteur, des 2 détecteurs de LIGO, Livingstone et Hanford. Donc c'est la puissance dans la photodiode en fonction du temps. Donc là, il y a 1 seconde de données. Donc ça ressemble à ça. Et je vous ai mis en rouge ici où est notre événement. Donc évidemment, si on regarde juste la photodiode, on ne voit rien. Alors il y a un traitement du signal en fait qui s'opère. Alors d'abord sur les sites, il faut calibrer les données. Je vous ai dit tout à l'heure, il faut extraire H2T à partir de la puissance lumineuse. C'est ce qu'on appelle la calibration. Donc ça, c'est fait sur place, sur les sites. Donc on est capable de reconstruire H2T. Donc on a une nouvelle fois une série temporelle. Là encore, notre événement est complètement invisible. Donc il va falloir analyser ces données. Donc c'est un peu le point de départ des analyses de données. Donc une première étape qui est assez commune, c'est qu'on applique un filtre passeband. En général, on s'intéresse à une bande de fréquences bien particulière, selon le type de source, etc. Ici, pour mon exemple, je me suis placé entre 30 et 512 Hz. Donc voici à quoi ressemble notre série temporelle H2T filtrée entre 30 et 512 Hz. Bon, je ne sais pas vous, mais moi, je ne vois pas encore grand-chose. Alors, l'astuce d'ensuite, c'est de ce qu'on appelle le blanchiment des données. Alors en fait, on mesure le bruit dans notre détecteur et on va repondérer en fréquence cette série temporelle de façon à ce que le bruit soit le même dans toutes les fréquences. Donc c'est juste une repondération de chaque point de cette série temporelle, si vous voulez. Là, on commence à avoir un excès, vous voyez,
dans les détecteurs, on commence à avoir un excès d'énergie, si vous voulez, qui correspond bien évidemment à notre signal. Enfin, la dernière étape, c'est ce qu'on appelle, on fait une décomposition temps-fréquence. Je ne sais pas si vous connaissez les transformés de Fourier. C'est simplement notre signal, on le projette sur une base de cosinus-sinus. Et on peut représenter notre signal temporel que je vous ai montré juste avant dans un plan temps-fréquence. Et en fait, on le renormalise par le bruit de façon à avoir une mesure de ce qu'on appelle le rapport signal sur bruit, c'est l'échelle verticale. Et là, clairement, on voit qu'il se passe quelque chose dans notre détecteur. Alors vous, ça vous dit peut-être rien, mais nous, quand on voit ça, on s'excite très vite, parce que ce signal-là, de petite virgule ou de signe Nike, comme vous voulez, c'est très caractéristique d'un système binaire. Et même quand on voit ça, on peut tout de suite dire « Ah, là, il y a des trous noirs ». En fait, parce que le signal monte à haute fréquence, et ça, c'est une signature très, très claire d'un système binaire de deux trous noirs. On peut même regarder la dérivée de ce signal, et on peut avoir une première estimation des masses des deux trous noirs. Bon, alors tout ça, bien sûr, c'est fait par des analyses en ligne. Il n'y a pas quelqu'un qui regarde ces plots, enfin ces graphes en direct. Hein, tout ça est fait automatiquement. Et donc l'événement, une fois dans la database, il y a des emails automatiques qui sont envoyés à des personnes clés, ceux qui tournent l'analyse, ceux qui s'intéressent à ce genre de choses. Il y a aussi des alertes automatiques. Je vous parlais tout à l'heure des suivis électromagnétiques, en particulier des sources gamma. On regarde s'il y a eu des alertes gamma au même moment que notre événement. Là, pour le coup, il n'y en a pas eu. Et on est aussi capable de générer des cartes du ciel. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait reconstruire la position. Donc on peut générer des cartes du ciel avec les temps d'arrivée de l'événement dans les détecteurs. Tout ça, c'est automatique. Vous voyez un peu le timing des différentes étapes. Alors je vous ai dit, cet événement s'est produit en pleine nuit aux États-Unis, un lundi matin en Europe. Donc on a été un peu chanceux de ce point de vue-là. Nous, quand on s'est réveillé, on allait au bureau. On a reçu un email de monsieur Marco Drago, qui est un postdoc à Hanovre et qui s'occupe du pipeline, de l'analyse des données non modélisées. Et donc très rapidement, il nous a envoyé un email. C'est véritablement une copie d'écran de ma boîte mail avec son email où il dit « Oh, il y a un événement intéressant dans notre database ». Il a même fait regarder un peu la qualité des données à ce moment-là. Pour l'instant, tout se passe bien. Donc c'est le premier email. Donc nous, en Europe, on commence déjà à s'exciter. Ah oui, alors là, il faut que je fasse une petite pause pour vous expliquer ce mécanisme, ce qu'on appelle des injections hardware. Il faut savoir, dans nos détecteurs, on est capable d'injecter des faux signaux. En fait, simplement, on va bouger les miroirs mécaniquement pour simuler n'importe quel type de signal. Et on le fait ça de manière routinière pour tester plein de choses. Et on le fait aussi de manière aveugle. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des gens, une poignée de personnes, qui sont responsables de mettre des faux signaux et de le dire à personne. Pourquoi on fait ça? C'est pour déjà gérer l'excitation des gens, qui ne s'excitent pas, parce que tout le monde sait que ça peut arriver, donc on se dit tous, c'est un faux. Et c'est aussi pour tester toute l'analyse de données, pour voir si au bout du compte, on est capable de retrouver cette injection secrète. Donc on appelle ça des blind injections. Et donc là, quelques heures plus tard, aux États-Unis, je vous ai mis ici les réactions des gens sur les sites, lorsqu'ils ont été sur le site. Donc voilà, à Livingstone, quelqu'un a appelé pendant la nuit pour savoir le statut du détecteur parce qu'il y a un événement intéressant. Oh, le signal, il est trop beau, ça doit être une injection. 6 heures plus tard, à Hanford, quelqu'un demande clairement, est-ce qu'on est dans une phase de blind injection? Alors là, il a eu du bol parce que sur le site, il y avait la personne responsable de ces injections aveugles et sa réponse a été nette, non. En fait, c'était le tout début du run, les gens n'étaient pas prêts à faire des fausses injections. Donc là aussi, pareil, copie des emails de personnes très importantes à l'IGO, directeur de l'IGO, responsable d'un sous-groupe qui s'intéresse au système compact, Chad. Et si vous ne le voyez pas, c'est aussi la directrice de la collaboration, la porte-parole de la collaboration LIGO. Donc la question qui revient sur toutes les lèvres, est-ce que c'est une injection c'est trop beau pour être vrai, tout le monde veut être convaincu que ce n'est pas une injection aveugle. Et finalement, donc, le directeur de LIGO nous confirme que ce n'est pas une hardware injection. Donc depuis ce jour-là, ma boîte mail ne s'en est jamais remise.
C'est des centaines et des centaines d'emails par jour. Donc je vous parlais tout à l'heure du suivi électromagnétique. Nous avons des accords, je vous ai dit tout à l'heure. Donc à partir du T0, ici, vous voyez la séquence d'observation par différents télescopes et satellites. Alors ici, ce sont des satellites Swift et Fermi qui observent dans le X et dans le gamma. Ici, tous les télescopes optiques. Bon, c'est le nom des télescopes ici qui sont partenaires. Et ici, c'est plus dans le domaine radio. Hein. Donc vous voyez la séquence temporelle du suivi électromagnétique qui a été fait. Ça n'a rien donné. Hein. Nous n'avons rien vu dans les canaux électromagnétiques. Ce qui finalement n'est pas surprenant étant donné le système dans deux trous noirs qui fusionnent. En fait, on ne s'attend pratiquement pas à avoir de signaux électromagnétiques associés. Donc tout ça, c'était le 14 septembre. Nous avons donc officialisé ce résultat en février. Donc il a fallu en fait 5 mois. On a travaillé 5 mois juste sur cet événement, sur ces 200 millisecondes. Et donc typiquement, ce qu'on fait, donc on regarde cet événement du point de vue du détecteur pour s'assurer que ce n'est pas un bruit dans le détecteur. On regarde la qualité des données sous toutes les coutures. On fait plein d'analyses, cette fois-ci offline, pour vraiment donner quelle significance à cet événement vis-à-vis du bruit de fond. Il y a des analyses dédiées qui vont estimer les paramètres de ce signal. On réfléchit aux conséquences d'une telle découverte. Puis enfin, on passe aussi beaucoup de temps à écrire des papiers pour décrire cet événement. Donc je vais toucher vite un petit mot sur tous ces points. Je sais que je commence à être en retard. D'abord sur le bruit. Alors c'est absolument crucial. Si on veut convaincre la communauté, il faut leur dire, enfin, faut leur montrer, leur démontrer que ce n'est pas dû au bruit propre du détecteur. Donc pour cela, le détecteur ici représenté ici est muni de capteurs de différents types tout autour. Déjà par exemple pour suivre l'environnement sismique, magnétique, température, etc. Après, on injecte du bruit, du faux bruit, et on regarde comment le détecteur répond à ces bruits-là. On essaie de comprendre ce qui se passe. Donc on a compris plein de choses en faisant ça, du bruit de nature humaine. Hein. On voit les voitures passer, on regarde on détecte les avions qui passent au-dessus du site, les tremblements de terre sur toute la planète, toutes les signaux radiofréquences. Enfin bon, il y a vraiment une tonne d'études qui a été faite de ce point de vue-là. Donc quand on comprend les bruits, on essaye soit d'isoler les détecteurs vis-à-vis de ces bruits, et si on n'y arrive pas, ou alors on retire tous les événements associés à ces bruits dans les données. Mais bon, au temps de l'événement, jusqu'à ce jour, nous n'avons rien trouvé qui nous permet de dire que cet événement est n'est pas d'origine astrophysique. Juste ici, pour illustrer cela, je vous montre donc notre signal que nous avons détecté. En fait, dans le plan temps fréquence, on détecte ce qu'on appelle des glitches. Ces excès d'énergie, on en détecte très souvent, mais jamais il ne ressemble à cette virgule très typique due à une onde gravitationnelle par deux trous noirs. On regarde aussi les bruits corrélés. Rappelez-vous, on mesure des bruits à différents endroits sur la planète en même temps, à Livingstone et à Hanford. Donc on peut imaginer des mécanismes qui permettraient de créer des bruits qui soient détectables un peu partout sur la planète. On pense par exemple à des événements électromagnétiques de nature globale, des éclairs, des orages, du vent solaire, des communications radiofréquences. Donc tout cela a été vérifié. Nous avons, comme je vous ai dit, des capteurs sur le site et rien n'indique que notre signal puisse être expliqué par ce type d'effet. Il y a aussi les rayons cosmiques. Tout ça est surveillé et rien n'indique, encore une fois, que cet événement est dû à quelque chose de local. Parce que je suis en retard, je vais peut-être un peu aller vite sur ce transparent. Juste pour vous dire que ça, c'est donc des méthodes d'analyse des données qui nous permettent de comparer la significance de cet événement vis-à-vis du bruit. Autrement dit, on est capable de calculer la chance que cet événement puisse être associé à un bruit. Et grâce à de grands moyens de calcul, on a pu montrer que si cet événement est dû au bruit, alors la chance que cela se produise est de l'ordre de 1 fois tous les 200 000 ans. Voilà, donc c'est extrêmement rare. Et donc c'est pour ça qu'on peut affirmer aujourd'hui que nous avons bien affaire à une onde gravitationnelle. Là aussi, je vais passer un petit peu vite. Je vous parlais tout à l'heure des recherches modélisées. Donc en fait, pour les systèmes binaires, le signal est entièrement modélisé par la donnée de deux
deux paramètres, la masse des deux partenaires dans le système binaire et le spin de chacun des objets, plus le moment orbital du système total. Et donc en fait, quand on fait une recherche modélisée, on couvre cet espace de paramètres, ce sont tous les points qui sont là, ici dans l'espace de la masse du premier objet et du deuxième, et la couleur c'est pour le spin. On couvre donc l'espace des paramètres, et pour chacun de ces points, on est capable, grâce à la théorie, de calculer la forme de l'onde du signal. Et c'est ce qu'on fait, donc on calcule la forme de cette onde, et on regarde parmi toutes ces ondes laquelle, comment on dit en français, match, colle au mieux aux données que l'on a mesurées. Et c'est le point qu'on voit ici. Alors je vais peut-être montrer d'abord ce slide. Et c'est la forme d'onde que l'on voit ici. Donc derrière, on a les vraies données. Et on voit en bleu, là, donc ce sont deux méthodes différentes, le signal que l'on peut reconstruire à partir des modèles dont on dispose. Et avec cette forme d'onde, on est capable donc, de calculer tous les paramètres associés à ce signal. Donc ça, bon, ça c'est un peu technique. C'est ce qu'il y a dans notre publication. Mais très rapidement, ici, nous avons donc les masses. C'est la dernière colonne que vous regardez, pour chacun des objets dans plusieurs référentiels. Mais c'est ce que je vous disais au début, c'est de l'ordre de 30 masses solaires pour chacun des deux objets et de 60 masses solaires pour le trou noir final. On peut aussi mesurer les spins. En fait, on n'est pas tellement capable de contraindre ce paramètre-là. Le signal est trop court pour pouvoir le contraindre, mais on sait qu'il tourne. On sait qu'il tourne, mais on ne sait pas vraiment à quel point. Et puis la distance aussi, oui. On peut calculer la distance de l'objet qu'on mesure en mégaparsec, donc de l'ordre de 400 mégaparsec. Voilà, on peut reconstruire la position dans le ciel. Donc c'est le contour qu'on voit ici dans les coordonnées célestes. Donc bon, ça reste quand même ici, étant donné qu'on n'a que 2 détecteurs sur 3, ça reste une tâche quand même très, très large. Et d'ailleurs, c'était un peu difficile pour le pointage de télescopes qui ont un champ de vue quand même assez réduit de pouvoir choisir une position dans cette tâche. Mais c'est un premier pas dans cette direction. Juste un point sur les implications astrophysiques. Donc en fait, cette découverte, elle est triple. Il y a une onde gravitationnelle, certes, mais aussi c'est la première observation d'un système binaire de 2 trous noirs. Jusqu'à présent, on ne savait pas si ce type de système existait. Et aussi, ce que je vous disais au début, la masse des trous noirs est quand même relativement grande, supérieure à 25 masses solaires. Et jusqu'à présent, il y avait très peu de modèles qui nous disaient si ce type de système pouvait exister, se former dans la nature. Alors se pose la question, comment forme-t-on un système binaire de 2 trous noirs? Là, malheureusement, je n'ai pas de réponse à vous donner. Mais grosso modo, il y a 2 modèles en compétition. Soit c'est un système binaire qui existe depuis le début, il s'est formé tel quel, avec 2 étoiles, bien sûr, qui se sont effondrées et formé les 2 trous noirs. Ou alors, il peut y avoir des scénarios de type capture. Donc, un trou noir qui aurait capturé, si c'est dans une région dense de l'univers, aurait capturé un autre trou noir et formé un système binaire. Donc là, on ne peut pas lever la dégénérescence, malheureusement, avec nos données. Avec ce seul événement aussi, on a testé la relativité générale. Vous savez qu'on les physiciens essayent d'aller un peu plus loin que la théorie de la relativité générale, essayent de trouver des failles dans cette théorie de façon à pouvoir imaginer une autre théorie. Donc il y a plein de tests possibles. Là encore, c'est un peu technique, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais on peut tester la relativité d'Einstein. Peut-être le dernier, vous avez peut-être entendu parler du graviton, qui serait cette particule médiatrice de la gravitation. Par exemple, une façon de tester la théorie, ce serait de voir si cette particule a une masse, puisque si elle a une masse, elle ne se déplace pas à la vitesse de la lumière. Et donc, c'est en contradiction avec justement la théorie de la relativité générale. Voilà, donc on peut faire plein de sortes de tests et tester la relativité générale d'Einstein. Et tout cela est résumé dans un ensemble de publications scientifiques. Donc, pendant 5 mois aussi, on a beaucoup travaillé à écrire tous ces papiers. Voilà. Alors, il n'y a pas le son, c'est pas grave, je n'avais pas pensé. Donc ici, c'est donc le 11 février, nous avons fait l'annonce. Ici, c'est du côté américain, à Washington, mais en fait, ça a été une annonce mondiale, puisque nous avons fait une à Paris, il y en a une en Italie, enfin partout en Europe. Tous les acteurs impliqués dans cette découverte ont annoncé à leur façon cette grande découverte. Voilà, donc j'en viens à ma conclusion. Je vais répéter un peu ce que j'ai dit. Cette découverte est triple. Onde gravitationnelle, système binaire de trous noirs et trous noirs supermassifs. Donc,
j'espère que je vous ai donné un peu... enfin, mon message, c'est de montrer juste avec un seul événement, on a quand même pu faire pas mal de physique avec. Sans rentrer dans les détails, j'espère que vous ai convaincu que c'était le cas. Je voulais aussi passer un message, c'est qu'on est capable de détecter des ondes gravitationnelles très rapidement. Vous avez vu, en moins de 3 minutes, on est capable de dire qu'il y a quelque chose d'intéressant. Ça, c'est vraiment très important pour le futur. On va pouvoir suivre les sources dans plein de canaux possibles, pas seulement en ondes gravitationnelles. Donc le futur va être véritablement très intéressant pour nous. Déjà, ce que je vous ai montré, c'est une toute petite partie de nos données. On va continuer à les analyser et puis surtout, on va prendre d'autres runs scientifiques. Même cette année, de nouvelles données vont être collectées avec des détecteurs qui vont s'améliorer en termes de sensibilité, donc ce qui veut dire beaucoup plus de sources. Et c'est un peu le but, en fait, c'est de multiplier le nombre de sources, de pouvoir travailler avec des populations de sources. Et puis aussi, et là ce serait très intéressant, de regarder d'autres types de sources. Hein. J'en ai parlé au début, hein, des supernovas, des étoiles à neutrons. Et puis bien sûr, c'est une science qui va s'amplifier dans les années à venir avec de nouveaux instruments. Le Japon va se joindre à nous, l'Inde. Et j'espère que ce type d'événement va devenir un peu la routine pour nous. Ça ne veut pas dire qu'on va s'ennuyer, mais certainement ça va être très intéressant. Voilà, je vous remercie de votre attention.